Kaléidoscope vous propose ce soir un voyage dans le passé, un voyage à la découverte de la préhistoire calédonienne. Alors, évidemment, ce voyage dans le passé, nous n'allons pas le faire tout seul. Nous allons bien sûr être guidés par des spécialistes, avec à ma gauche Monsieur Chevalier, ancien conservateur du musée de Nouméa, bien connu sur le territoire pour ses diverses fouilles archéologiques, Monsieur Galipeau, docteur en archéologie à l'Office calédonien des cultures, et Monsieur Casarérou, conservateur du musée de Nouméa depuis 3 ans déjà, qui a lui aussi une formation d'archéologue. À ma droite, messieurs Buchalski et Pierron, tous deux co-auteurs d'un livre sur les pétroglyphes qui s'intitule « L'énigmatique message du Pacifique Sud, les pétroglyphes néo-calédoniens ou un siècle d'occultation scientifique », livre publié par la Société d'études historiques qui vient de sortir sur le territoire. Messieurs Buchalski et Pierron, que nous allons d'ailleurs tout de suite retrouver sur les traces des hommes du passé, et plus précisément, vous allez le voir, à la recherche des pétroglyphes. Tongoué, 13h30. Le soleil tape dur et la pente est plutôt raide, mais rien ne peut arrêter nos deux passionnés à la recherche de ces pierres gravées chargées d'histoire, les pétroglyphes. La chasse aux pétroglyphes ne s'improvise pas. Il faut être bon marcheur, acharné et surtout se munir du matériel adéquat. Le plus difficile consistant à repérer les fameuses gravures, il est indispensable d'avoir l'œil et de ne pas relâcher son attention. Le repérage terminé, on utilise une brosse, de l'eau et de la craie, le tout permettant de mettre le motif en évidence afin de le photographier. Tongoué est un des rares sites d'altitude et son accès n'est pas facile. Mais pour qui préfère le confort à l'effort, il y a Katiramona. À Katiramona, on peut, du siège de sa voiture, admirer Élise, un site de rivière comme la majorité de ceux que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie. Koé, situé sur les bords de la Dambéa, est un des rares endroits du territoire où l'on trouve non plus des blocs, mais de grosses pierres et des galets gravés. Il y a quelques années encore, on y comptait une 50aine de pétroglyphes. Aujourd'hui, il en reste à peine une dizaine. Plusieurs ont été ramassés comme cailloux décoratifs, certains emportés par les grandes crues à la saison des pluies, le sable enfin en a recouvert d'autres pendant le passage des cyclones. On trouve des pétroglyphes dans le monde entier et l'on compte actuellement 350 sites répartis sur toute la Nouvelle-Calédonie. Cependant, on note deux particularités concernant les pétroglyphes calédoniens. Premièrement, une forte densité de sites. Deuxièmement, une grande variété de motifs, avec surtout l'omniprésence de croix, qu'elles soient simples, enveloppées ou à branches multiples. Ces pierres sans âge, issues de la nuit des temps, restent la plus mystérieuse des manifestations archéologiques représentées sur le territoire. Effectivement, en ce qui concerne les pétroglyphes, le mystère reste entier puisque 3 grandes questions restent posées à leur sujet. Quand, par qui et pourquoi? Alors avant de répondre à toutes ces questions, ou du moins avant d'essayer de répondre à toutes ces questions, nous allons tout de suite nous intéresser au livre de messieurs Buchalski et Pierron, L'énigmatique message du Pacifique Sud, les pétroglyphes néo-calédoniens ou un siècle d'occultation scientifique. Alors tout de suite, pourquoi un siècle d'occultation scientifique? Un siècle d'occultation scientifique. Occultation, dans occultation, on retrouve le mot occulte. L'occulte, c'est le mystère. Et le mystère s'applique bien à nos pétroglyphes, comme à ceux du monde entier d'ailleurs. Donc, mystère, occulte, occultation. Alors, occultation scientifique parce que, en l'espace d'une centaine d'années, très peu d'ouvrages ont été écrits sur les pétroglyphes de Nouvelle-Calédonie. On peut en tenir deux. 1926, l'ouvrage à Luquet, et 1980, une étude statistique géographique des sites faite par M. Frimigassi de l'Orstom. Entre ces deux dates, nous avons des écrits de diverses personnes locales, édités dans des bulletins comme celui de la Société des océanistes,
comme des revues d'anthropologie, des revues d'archéologie. On peut dire que les pétroglyphes ont été découverts par M. Glaumont en 1888, ça fait juste 100 ans cette année, mais une grande période qu'il faut signaler, et surtout un nom qu'il ne faut jamais oublier dans ce domaine des pétroglyphes calédoniens, c'est celui de Marius Archambault, qui entre 1905 et 1915 a découvert la plupart des sites, 79 je crois, si mes souvenirs sont exacts, a découvert en très peu de temps 79 sites, et les a relevés, dessinés, et en a fait des publications dans des revues de l'époque, mais n'avait pas écrit un ouvrage de librairie. Bon, en dehors de cette période, oui. Archambault n'était pas un scientifique, que je sache. Archambault n'était pas un scientifique, c'était un commis des postes, je crois, à l'époque. Et à l'époque, se déplacer en Calédonie, c'était extrêmement difficile, on le faisait à cheval. Et c'est à l'occasion de ces randonnées professionnelles, si on peut dire, qu'il a découvert ces nombreux sites sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc en fait, très peu de scientifiques s'intéressent à la chose, beaucoup d'amateurs par contre. Est-ce que c'est en fait ce manque d'intérêt apparent des scientifiques pour les pétroglyphes qui vous a poussé ou vous a amené à écrire ce livre? Oui, je compléterai d'abord en disant que Luquet, dans son ouvrage de 1926, a travaillé essentiellement sur les relevés d'Archambault. À ma connaissance, Luquet n'était pas venu sur le territoire, il a travaillé sur photos et sur les esquisses d'Archambault. Pour répondre à votre question, non. Ce n'est pas parce qu'il y avait a priori occultation que nous avons écrit un livre. Nous avons écrit un livre sur les pétroglyphes parce que, dans un premier temps, nous sommes des passionnés d'histoire et d'archéologie. Nous sommes donc intéressés aux pétroglyphes parce que c'est le sujet le plus facile à traiter en archéologie sur le territoire. On ne peut pas s'occuper de l'habitat, c'est quand même une science beaucoup trop complexe pour nous. Et je dirais que c'est en nous occupant et en nous intéressant aux pétroglyphes qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait une occultation dans la mesure où rien n'était écrit. Et on s'est dit, puisqu'il n'y a rien d'écrit, puisque nous avons des notes, puisque nous avons des photos, puisque nous avons des relevés, essayons de faire un ouvrage et de désocculter. Voilà. On pourrait répondre comme ça. Et vous en avez profité donc dans ce livre pour répertorier un certain nombre de sites connus ou alors que vous avez découverts, et pour également établir des comparaisons. Absolument. Bon, notre ouvrage travaille sur 160 sites. À l'heure actuelle, le nombre de sites connus est beaucoup plus important. Je pense qu'il va tourner aux alentours des 300. Disons que statistiquement, c'est fiable. 160 sites, c'est quand même une valeur suffisante pour pouvoir émettre des hypothèses et donner un certain nombre de chiffres. Nous avons travaillé à la fois sur les sites découverts avant nous, par M. Chevalier, par M. Auriol, par M. Archambault, redécouverte des sites, puisque le souci pour nous, c'était de relever un maximum de motifs avec un maximum de précision. C'était vraiment l'objet. Il n'était pas question pour nous d'extrapoler certains traits, comme Luquet l'a fait, par exemple, je crois qu'on peut le dire. Luquet, certains motifs ont été légèrement déformés parce que ça arrangeait mieux sa thèse, on peut le dire à l'heure actuelle. Nous avons, nous, essayé d'être le plus honnête possible. Étant amateur, je crois que c'est un minimum. Alors tout à l'heure, on reviendra donc sur les conclusions que vous avez tirées de toutes vos recherches et de toutes vos comparaisons. Comparaison avec des pétroglyphes océaniens, européens et américains, c'est ça? On a fait une grande part de ce travail, on a fait une grande part dans notre ouvrage à cette recherche de trouver et de créer, de trouver des planches comparatives entre les pétroglyphes calédoniens et ceux du monde entier, américains, océaniens, européens, puisque les pétroglyphes quand même se retrouvent dans l'ensemble de la planète et dans nos pays. Donc on a fait une grande part, on a essayé de trouver un maximum de ressemblances et nous rassemblons dans notre livre une quinzaine de planches comparatives. Alors, avant de passer donc tout à l'heure aux conclusions que vous avez tirées de toutes ces recherches, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la thèse que vous formulez dans votre livre, puisqu'il y a une thèse qui est assez nouvelle, très intéressante, sur la pénétration du territoire par le peuplement qui serait en quelque sorte à l'origine de ces pétroglyphes. Oui, alors la thèse de la pénétration de la Calédonie en venant de l'Est n'est pas de nous, il faut quand même le signaler, c'est Auriol le premier, dans son essai sur les pétroglyphes calédoniens, je crois que c'est 1939 si mes souvenirs sont bons, qui a émis cette hypothèse. Il y avait 4 lignes, mais ces 4 lignes ont attiré notre attention et notre connaissance des pétroglyphes sur le terrain nous ont amené à étayer cette thèse. Et c'est cette thèse que nous développons. Si vous le voulez, je peux vous la développer. Vous dites que la population viendrait du nord-nord-ouest, il me semble.
Nord-nord-est. Nord-est. Nord-est, nord-nord-est. C'est une hypothèse et elle est liée à l'implantation des sites de pétroglyphes. Bon, déjà, la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a des sites de pétroglyphes aux îles Loyauté. En ce qui nous concerne, nous ne les avons pas relevés, nous ne sommes pas allés aux îles Loyauté, mais d'autres l'ont fait. Cela peut supposer un passage par les îles Loyauté. Nous voyons bien, nous, un débarquement sur la côte est, dans la région de Chamba-Wailu. Alors, nous pensons qu'il y a eu des vagues successives de débarquement d'un même peuple, avec une culture identique. Et dans un premier temps, ces gens sont arrivés et ont commémoré une espèce ont laissé un message dans la pierre. Ce sont les grands sites que l'on trouve au niveau par exemple, de la presqu'île de Bogota, où il y a à peu près 8 km de falaises gravées. C'est absolument magnifique, à des hauteurs. Presqu'île de Bogota qui se trouve... La presqu'île de Bogota est entre Canala et Thio, disons. C'est la plus grande presqu'île de Calédonie, je crois. De la pointe de la presqu'île, qui est le cap du Moulin, jusqu'à les baies de Nido et Toho, sur 6-7 km de falaise, il y a des pétroglyphes. Alors, une petite anecdote, on a trouvé, nous, des pétroglyphes gravés dans des blocs qui, à marée haute, sont immergés. C'est quand même intéressant à savoir. Il y a peut-être eu des variations de niveau, on peut le supposer, mais il ne s'agit pas de blocs qui seraient tombés de la falaise, hein, je tiens à le préciser, ce sont vraiment des blocs qui sont dans la mer. Nous pensons, nous, que ces grands sites, comme la presqu'île de Bogota, comme le site de Casse-du-Cou, à Poro, dans une zone minière où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, enfin c'est la mine, le nickel ensuite à exploiter, on trouve les sites les plus importants. Nous pensons que ça, ce sont les premiers sites de pétroglyphes, ce sont des espèces de commémorations, c'est un message gravé dans la pierre laissé. Ce sont des sanctuaires un petit peu. Et c'est au centre-est C'est au centre-est, c'est la région. Dans cette région-là, on retrouve des grands sites comme Pragra, dans la vallée des Chariwen, Poneriwen, où, à signaler aussi, c'est le seul site de Calédonie où il y a des anthropomorphes que nous appelons vrais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des petits bonhommes, où vraiment on a affaire à des pétroglyphes qui sont des anthropomorphes. À signaler, dans notre statistique à nous, un seul site sur 180. C'est quand même exceptionnel. Presque toutes les cultures ont développé les anthropomorphes, les zoomorphes. Là, on a affaire à une culture qui a développé une symbolique géométrique, en grande partie géométrique, et surtout, ni animaux, ni humains. C'est à signaler, je crois que c'est quelque chose d'assez à part. Donc, ces gens en question arrivent au centre-est et ensuite progressent Alors, dans le territoire. nous pensons que ce peuple est arrivé sur le centre-est, je dirais par les grandes passes, parce que je crois que pour d'autres cultures, c'est un peu ce qui a dû arriver. On a pénétré la Calédonie par les grandes passes, d'où l'explication des sites sur les grandes rivières, comme la Chamba, comme la Poneriwen. Et ensuite, les gens se sont enfoncés par ces rivières à l'intérieur des terres, ont gagné la chaîne centrale. Ça, c'est une première pénétration, je dirais terrestre, celle-là, jusque sur l'intérieur de l'île, avec un passage sur la côte ouest où on retrouve des sites comme Negromou, au-delà de Negromou, des sites comme Montfaoué, Nekrawa dans une autre terminologie, qui sont aussi des sites très importants. Mais on s'aperçoit quand même que plus on s'éloigne de la côte est pour aller vers la côte ouest, au moins il y a 2 sites. Et au moins les sites sont intéressants, si on peut dire, au niveau des motifs, au niveau de la densité, au niveau même de la gravure sur la pierre. Ce serait la première pénétration, je dirais, par voie terrestre. Enfin, arrivée, puis ensuite pénétration par voie terrestre, voie naturelle de pénétration, les cours d'eau. C'est là qu'il y a donc les fameux pétroglyphes que vous appelez les pétroglyphes signes de piste, c'est ça? Oui, on les retrouve, plus on remonte, plus on a l'impression de retrouver des pétroglyphes signes de piste. C'est-à-dire que ce sont des pétroglyphes isolés. On n'a plus affaire à des sites de pétroglyphes avec 50 blocs gravés ou 20 ou 30, mais un bloc isolé près d'un cours d'eau, voire dans le cours d'eau. Le plus beau que l'on peut signaler comme ça, c'est sur la côte ouest, sur un petit cours d'eau, une série de cupules qui forment quasiment une flèche au milieu de la rivière. C'est un exemple. On en a vu d'autres par l'intermédiaire des croix, entre autres. Nous croyons, nous, que dans la croix, il y a un sens directionnel quelconque. Ensuite, la pénétration pour nous, partant de cette zone, cet épicentre Chamba-Wailu, ce serait faite vers le nord de la Calédonie par voie maritime, les contreforts de la chaîne n'interdisant pas, mais empêchant quand même, permettant difficilement la pénétration à l'intérieur de l'île. Nous pensons qu'ils ont remonté la côte est par voie maritime,
On fait des étapes, on retrouve des sites dans la région de Ouégoua, Balade, Puebo, Bélep, jusqu'au Bélep. Une descente maritime vers le sud. On retrouve par exemple le site de l'île des Pins. Nous pensons qu'ils ont contourné la Grande Terre, ont touché dans les environs de la presqu'île de Nouméa, avec une série de sites qui se situent entre Saint-Louis, Conception. On suit une espèce de ligne comme ça, de pénétration, soit par les rivières, soit par les lignes de crête. Saint-Louis, Conception, Yahweh, Tangoué. Si vous continuez un petit peu plus loin, Païta, Katiramona, jusqu'à la Pirogue, puisque nous avons eu la chance de découvrir, nous, un site à la Pirogue et un site d'altitude, ce qui est très rare. Pour situer les choses, les sites d'altitude, c'est à peu près 10%, si je me souviens sans doute. Oui, 10% des sites. Donc nous voyons ce type, enfin schématiquement, ce type de pénétration. On a l'impression que c'est un sentiment qui nous est apparu comme ça, que les gens sont arrivés en Calédonie, chercher quelque chose, commémorer un message, mais sont peut-être pas restés longtemps. Enfin longtemps à l'échelle archéologique. Hein. Ça peut être quand même des centaines d'années. Des avis, non, sur cette thèse Oui, M. Galipeau. Vous venez nous exposer une thèse sur la pénétration humaine en partant des pétroglyphes. Est-ce que vous ne pensez pas que le pétroglyphe, qui est l'une des expressions de l'homme, donc de ces anciennes populations, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop peu pour permettre de définir les différentes voies de pénétration, chemins d'implantation humaine dans l'île? Est-ce que l'on ne devrait pas trouver, si votre thèse était confirmée, est-ce qu'on ne devrait pas trouver des sites archéologiques ou d'autres vestiges archéologiques, où je pense à la poterie, ou ça peut être autre chose, des pierres taillées ou autres. En tout état de cause, même si la thèse n'était pas bonne, il est certain que l'existence des pétroglyphes sous-entend qu'on devrait trouver autre chose. C'est une évidence. Or, jusqu'à présent, c'est tout le problème des pétroglyphes, on a les pétroglyphes, point. On a trouvé dans certains cas, enfin je ne suis pas du tout spécialiste des pétroglyphes, mais on a trouvé dans certains endroits les pétroglyphes en relation avec des structures, ce qu'on appelle des structures traditionnelles. J'en ai vu plusieurs fois dans les Taraudières, le long des canalisations d'eau, à Thio, dans le col d'Amos. Le long des anciens chemins coutumiers aussi, c'est assez fréquent dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si c'est fréquent ailleurs. Dans la région de Ouégoua. Est-ce que ces indices ne tendraient pas à démontrer que les pétroglyphes sont, vous parliez de signes de piste, des signes, des marqueurs qui sont en relation avec la société traditionnelle de l'île? Ce n'est pas impossible. Je pense que ça mérite simplement d'être confirmé par d'autres moyens et surtout d'être confirmé d'une manière beaucoup plus fiable que de simples rapports, je pense, entre Taraudière et sites de pétroglyphes, parce que on a trouvé aussi des pétroglyphes dans des zones où il y avait, par exemple, des alignements de pierres. Je pense à la presqu'île de Bogota ou sur les plateaux de Bogota, on sait qu'il y a des alignements de pierres, qui est un autre mystère calédonien, je crois. Certains ont rapproché la culture des pétroglyphes des alignements mégalithiques entre guillemets. Ça n'a pas été prouvé. Je pense que tout ça, ce sont des pistes. Ce sont des pistes à suivre, aussi bien la vôtre que celle de la culture mégalithique. Des signes de pistes et des pistes. En fait, il y a beaucoup de mystères qui entourent les pétroglyphes calédoniens. Alors j'aimerais, Monsieur Chevalier, que vous essayiez de répondre à ces fameuses 3 questions qui hantent l'esprit des Calédoniens. Quand, par qui, pourquoi, tous ces mystères. Alors Qui, quand, pourquoi? Ça en fait, Eh bien, qui... Je crois que poser la question, c'est y répondre. On n'a aucun élément matériel, aucune preuve matérielle qui nous permette de dire il s'agit d'un tel ou un tel. Bon, indiscutablement, c'est un résultat d'activité humaine. Point. Qui? Alors on enlève le qui. Quand? Eh bien, là aussi, c'est bien difficile car nous n'avons jusqu'à présent, sur les sites pétroglyphiques, trouvé aucun, parce qu'on n'a peut-être pas fouillé, trouvé aucun élément qui soit archéologiquement exploitable sur le temps, aussi bien sur la datation que sur d'autres points. Je voudrais à ce sujet signaler un cas. Souvent, on nous a dit, on me demandait, mais enfin, pourquoi vous ne faites pas une datation des pétroglyphes?
Et les gens savent qu'en archéologie, on utilise la datation pour donner une date. Je pense qu'en l'occurrence, la datation donnerait l'âge de la pierre s'il s'agit d'une serpentine 35 millions d'années, et puis c'est tout. Hein. Donc, quand... Allez. Pareil. La même chose. Ah, il nous reste pourquoi maintenant? Oui, oui. Alors, pourquoi? Eh bien, je répondrai à cette dernière question, simplement vous faisant part d'un certain nombre de constatations que j'ai faites, le résultat de mes réflexions, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. D'abord, le fait de graver un motif sur une pierre, pour moi, indique un souci de durabilité, de conserver cette inscription pour la faire voir ou pour autre chose, mais ce souci de conservation de durabilité de l'exécution du motif. Deuxièmement, lorsque l'on regarde de près les motifs pétroglyphiques relevés sur la Calédonie, on s'aperçoit qu'il y a indiscutablement des motifs de base. Ces motifs de base peuvent être au nombre d'une dizaine, d'une quinzaine. La croix avec ses enveloppes, 1, 2, 3, etc., etc. Les cercles concentriques avec ou sans rayonnement, les spirales se déroulant à droite à gauche, les rectangles, que dire encore, les motifs chevrons. Les croix à branches multiples. Pardon? Les croix à branches multiples. Oui, les croix, ce que j'appelle les motifs cruciformes. Les cupules. Et les lignes ondées, hein, ces espèces de vagues. Et vous vous apercevez en constatant, en regardant bien des pétroglyphes, que ces motifs, souvent, se pénètrent, s'interpénètrent pour former des motifs composés de très belles factures. Il y a à Katiramona, la roche Langereau, un motif composé qui est magnifique, magnifique. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire. Un sens artistique développé. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu laisser un message? Et la durabilité de ce message, parce que c'est la pierre, je ne sais pas. Monsieur Casarero, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des traditions qui entourent ces pétroglyphes, parce qu'en fait, on dit toujours il n'y a pas de tradition orale en ce qui concerne les pétroglyphes. En fait, il y en a peu, mais il y en a. Alors, il y en a peu. Bon, on évoquait tout à l'heure les pétroglyphes des loyautés. Bon, on a quelques traditions qui seront associées aux pétroglyphes de Marais, entre autres, mais qui sont très particuliers, effectivement, qui ont des motifs qu'on ne retrouve pas sur la Grande Terre. C'est pas le pétroglyphe de base. Voilà, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Autrement, comme tradition, on a des traditions sur les cupules, mais qui, bien évidemment, sont quelque chose aussi à part, encore une fois, dans les motifs de pétroglyphes. Les cupules, c'est-à-dire les trous dans les pierres qui étaient faits lors de concours pour retenir son souffle, c'est-à-dire qu'on retenait son souffle et on frappait la pierre pour obtenir la cupule la plus profonde possible. C'est ce que raconte Maurice Lénart dans ses notes d'ethnologie. On parle aussi de cupules pour les dénombrements de morts lors des guerres, les dénombrements de femmes, de chefs dans la région de Poro. Donc des traditions d'une région bien particulière sur ces cupules. On trouve aussi d'autres traditions d'ailleurs sur les cupules plus au nord de la région de Waiou. À ce sujet, les cupules sont assez récentes, non? On a eu je crois que c'est justement Maurice Lénard qui dit avoir vu des gens... Des gens en fer, oui. En fer, voilà. Oui, pour sceller un serment, par exemple, il raconte cette histoire-là. Oui, donc dans le cas précis, c'est contemporain. Je pense qu'il est indéniable que les cupules et les Mélanésiens, il y ait une liaison entre les deux, je pense. Oui, mais je pense qu'il y a des sites de pétroglyphes où il y a des cupules qui sont liées totalement à la culture, entre guillemets, des pétroglyphes. Je pense à un site comme Fogacheux, qui est pour nous ce qu'on appelle un site à cupules, où il y a des centaines et des centaines de cupules. Et là, il devait falloir avoir beaucoup de souffle, puisqu'on a trouvé des cupules de cette taille sur des profondeurs de 2 à 3 cm. Bon, je pense que c'est des cupules et cupules, en quelque sorte. Il y a Fogacheux. C'est Fogacheux. L'ensemble des cupules forment à eux-mêmes des motifs. Des motifs. Ah, oui. Ce n'est pas des cupules faits comme ça sans pas des alignements, intention. C'est Ce sont des organisé. motifs formés, ce sont des motifs cupulaires, si on peut dire. J'aimerais qu'on passe maintenant, si vous voulez bien, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, aux conclusions de vos recherches et de toutes vos comparaisons, donc, qui sont très intéressantes, comparaison avec les
européens, américains et océaniens, qui se résument donc au titre de l'un de vos chapitres. Les pétroglyphes sont antémélanésiens, mais vous dites également, donc d'un côté vous dites les pétroglyphes sont antémélanésiens, et vous dites également, je vous cite, le peuplement mélanésien pourrait être à l'origine de ces pétroglyphes, dans l'hypothèse où il aurait possédé dans un lointain passé un état de civilisation plus avancé. Alors finalement, l'un, l'autre. C'est toute la théorie de la régression des civilisations, hein. Je crois que ça s'applique à certaines civilisations à travers le monde qui sont montées au firmament de la civilisation et ensuite est retombée dans un état de décadence, hein. On pourrait l'appliquer dans une certaine mesure, si cela était vrai, à la culture mélanésienne qui serait montrée très haut, il serait retombé à un niveau de décadence. C'est une possibilité qu'on n'écarte pas. Pour un art et pour une technique. C'est-à-dire qu'ils auraient développé une symbolique, par exemple, des pétroglyphes, avec une technique, parce qu'il y avait forcément une technique pour arriver à faire ce qu'on a fait dans des sites comme Montfaoué. Et cette technique, cet art, cette symbolique aurait disparu doucement. C'est à ce niveau-là. Et le monde mélanésien, qui est justement très riche en légendes, en coutumes, en culture, etc., il n'y a rien vraiment qui explique fondamentalement les pétroglyphes. Enfin, nous, on n'a rien trouvé. Tous les sites que l'on a fait, bien souvent, ils sont proches de régions tribales, donc on était avec des Mélanésiens, on a vu de très vieux Mélanésiens, en particulier dans la région de Ponériouin. On n'a jamais trouvé vraiment une légende qui colle parfaitement aux pétroglyphes. C'était toujours rien. C'était du style, ça c'est les vieux, hein, c'est une phrase qu'on entend très souvent, ou c'est les anciens, mais le pourquoi, le comment, le qui, on n'a jamais trouvé. Bon. Voilà ce qu'on veut dire par là. Nous pensons que ce n'est pas la culture mélanésienne récente, entre guillemets, puisque nous avons l'intime conviction que les pétroglyphes sont très anciens. Mais ça mérite tout simplement d'être parlé de la perte, de l'abandon d'une technique, et du fait que les gens ne peuvent plus en parler. Bon, il y a le cas de la poterie. La poterie, M. Chevalier en parlera sûrement, a cessé d'être fabriquée au début du XXe siècle, donc vers 1900. La dernière potière vivait vers 1900. Si vous demandez maintenant, en brousse, que l'on vous raconte la façon de fabriquer la poterie, on ne pourra même pas vous dire que la poterie était fabriquée avec de la terre argileuse. Il y a aussi les bambous gravés d'ailleurs à ce sujet-là. Les bambous gravés, oui. Mais pour revenir à la technique de fabrication des pétroglyphes, ne pensez-vous pas que le fait de savoir tailler et polir la pierre de façon aussi précise, bon, quand on voit le travail qui est fait sur une hache ostensoir, par exemple, c'est quelque chose de magnifique, ne pensez-vous pas que cela sous-entend forcément que l'on soit capable de faire des pétroglyphes? C'est pas impossible. On n'a rien contre cette hypothèse. Par contre, ce que l'on aimerait, nous, et si on a fait cet ouvrage, c'est justement parce qu'il n'y a pas grand-chose de fait sur les pétroglyphes, soyons clairs. Et si ça pouvait donner des idées à certains, tant mieux. On aurait au moins réussi ce coup-là. Je pense que si on se mettait à fouiller systématiquement au pied des blocs de pétroglyphes, dans des zones, entre autres, pas habitées ou vraiment très éloignées, et on a trouvé des sites, nous, qui sont vraiment perdus complètement, on aurait peut-être des surprises à ce niveau-là. Et entre autres, si ça donnait lieu à une industrie lithique, c'est bien liable sur un site où il y a 160 motifs qu'on n'ait pas cassé un outil un de ces 4 matins. Donc là, on arrivera peut-être à démontrer quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, s'intéresser aux pétroglyphes, à l'heure actuelle, pour nous en tout cas, c'est remplacer des points d'interrogation par des points d'interrogation. Ça s'arrête. Oui, je voulais ajouter ceci, c'est que, étant donné la diversité de la formation géologique de la Nouvelle-Calédonie, vous trouvez les pétroglyphes, non pas sur une même catégorie de pierres, mais sur toutes les pierres qui apparaissent. Y compris les plus durs. Que ce soit des grès, que ce soit des serpentines, que ce soit des granits, vous trouvez. Roches tendres ou dures, quoi. Les plus tendres ou plus durs. Y compris les plus durs. Oui. Bon, je crois que ce qu'on veut dire en fait sur les pétroglyphes, c'est que le plus grand mystère, tout le monde sera d'accord, hein, entoure toujours ces pierres gravées. Pour l'instant, le quand, le par qui, le pourquoi, vous l'avez dit vous-même, là c'est le mystère. On n'a rien retrouvé à part les pierres, donc là encore, pas de sépulture, pas d'ossements, rien. Donc c'est le mystère le plus complet. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque ça laisse libre cours à l'imagination. Alors moi, je vous propose de passer tout de suite, après un premier support d'expression artistique, qui était donc la pierre gravée, je vous propose de passer à un autre support, la terre, avec la poterie.
La poterie est un atout majeur pour l'archéologue car les tessons enfouis dans le sol peuvent être datés. C'est d'ailleurs l'étude de ces vestiges céramiques qui a permis la première chronologie de la préhistoire calédonienne. Le territoire a accueilli sur son sol les 3 grandes traditions de poterie océanienne. La tradition lapita, les poteries décorées au battoir et celle des ensembles culturels mélanésiens. C'est le site Lapita, sur la presqu'île de Fouet, près de Koné, qui a donné son nom à la tradition et à la poterie Lapita, découverte en 1917 par Maurice Piroutet. Les hommes du Lapita sont un peuple de marins apparus en Nouvelle-Calédonie à l'île des Pins environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Les céramiques du Lapita se caractérisent plus par la diversité de leurs formes que par leur décoration, ces motifs géométriques en pointillés ou en continu, car contrairement à ce que l'on croit, la majeure partie des poteries Lapita est sans décoration. De couleur jaune ou rouge, la poterie Lapita est à la fois très raffinée et très fragile. La seconde tradition céramique présente sur le territoire est la poterie décorée de motifs imprimés au battoir. Cette poterie est toujours présente sur les sites Lapita, ce qui laisserait supposer que 2 populations de traditions différentes auraient vécu à la même époque et aux mêmes endroits. Mais si le Lapita disparaît vers 200 après Jésus-Christ, le battoir, lui, subsiste jusqu'au XIXe siècle. Les poteries décorées au battoir ont une couleur et une forme semblables à celles du Lapita. Mais si les Lapita utilisent une technique de décoration incisée, les potiers du battoir se servent d'un battoir sculpté pour modeler la poterie tout en l'ornant d'impressions. Troisième et dernière tradition relevée sur le territoire, celle des ensembles culturels mélanésiens ou tradition Mangaasi, qui doit son nom à un site des Nouvelles Hébrides. Apparue plus tardivement que les 2 autres sur le territoire, vers 900 avant Jésus-Christ, elle va par contre subsister jusqu'au début du XXe siècle. Les hommes du Mangaasi ancien empruntent au Lapita certaines formes de poterie et leur mode de décoration incisé. Par contre, les motifs décorés en relief, soit par des pustules, soit par des motifs appliqués, leur sont propres. Autre particularité de la poterie des ensembles culturels mélanésiens, les anses et les trous de suspension qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Ovales ou rondes, les poteries des ensembles culturels mélanésiens sont faites pour être posées sur 3 pierres, le flanc présenté à la flamme. Cette position de la marmite légèrement inclinée permet de surveiller facilement la cuisson des aliments. Tous les Lapita et les battoirs, la tradition Mangaasi utilise la technique de fabrication la plus répandue en Océanie, dite du colombin. Des boudins d'argile sont superposés les uns sur les autres, puis sont lissés à l'aide d'une spatule de bois, et enfin, l'enclume et le battoir finissent de modeler parfaitement la poterie. À l'exception des poteries à sortilèges, grossières et de petite taille, destinées à la préparation des médicaments, dont la fabrication était réservée aux hommes, la poterie était l'apanage des femmes. Honneur aux femmes donc, puisque c'est à elles, finalement, que l'on doit de mieux connaître le passé néo-calédonien. Jusqu'à maintenant, la thèse la plus couramment admise sur le processus de peuplement de la Nouvelle-Calédonie était la suivante. Les hommes du Lapita et du battoir seraient venus des îles Salomon vers l'an 2000 avant notre ère, rejoints quelques siècles plus tard par les ensembles culturels mélanésiens des Nouvelles Hébrides. Voilà donc en fait 2 peuplements successifs de la Nouvelle-Calédonie. Alors, Monsieur Galipeau, je crois que vous avez une remarque à faire au sujet de ces images. Allez-y. Je viens de découvrir ce documentaire qui est très intéressant. La préhistoire est une science qui évolue rapidement. Et là, je remarque que vous parlez de la période battoir qui est contemporaine du Lapita et qui dure jusqu'à l'arrivée des Européens, comme vous le dites dans ce documentaire. C'est une... on le pensait il y a une quinzaine d'années. On le pensait en particulier parce que l'on trouve cette poterie au battoir également à Fidji et on la trouve encore au XIXe siècle aux îles Fidji. Pour la Nouvelle-Calédonie, on n'a jamais pu démontrer qu'elle était vraiment encore là au XIXe siècle. Et maintenant, on pense plutôt que c'est une poterie ancienne, comme le Lapita, donc qui disparaît, on le verra tout à l'heure, plus tardivement, mais qui ne dure pas jusqu'à l'arrivée des Européens. Donc l'archéologie est une science qui évolue, dans laquelle il n'y a pas de vérité absolue, quoi.
c'est ça. Voilà. Mais en fait, une autre preuve de ce que vous venez de dire, c'est la thèse que vous êtes allé soutenir à la Sorbonne il y a un petit peu plus d'un mois, une thèse tout à fait nouvelle, une thèse sur, et je lis, c'est un petit peu long décidément, la poterie préhistorique néo-calédonienne et ses implications pour la compréhension du processus de peuplement du Pacifique sud-occidental, tout ça. Et dans cette thèse, donc, vous développez l'idée, vous, à la différence de ce qu'on vient de voir dans le sujet, vous développez l'idée d'un peuplement unique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont amené, en fait, à remettre en question la thèse précédente? Ce n'est pas une remise en question, c'est une évolution, hein, on en parlait. Ce qui m'a poussé à aborder ce travail, cela tient aux problèmes posés par la poterie en Nouvelle-Calédonie. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1980 pour fouiller le site de Koumak, je ne connaissais de la préhistoire de Nouvelle-Calédonie et de la poterie que ce que j'avais pu en lire ou ce qu'on m'en avait appris en France, c'est-à-dire finalement peu de choses. Et on déterrait des dizaines, parfois même des centaines de tessons de poterie par jour. Quand ils n'étaient pas décorés ou qu'il ne s'agissait pas d'un bord, il était très difficile de savoir, de classifier ce morceau de poterie, de l'attribuer à une période plutôt qu'à une autre. Parce qu'à l'époque, et c'est valable pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour le reste de l'Océanie, on classait la poterie en fonction de son décor ou de son bord. C'est ce qu'on appelle la classification morphologique. Donc, ces problèmes posés par la classification de la poterie me gênaient un peu. Et j'ai cherché un moyen d'affiner, si vous voulez, la classification typologique donc, de la poterie. J'ai pensé qu'il serait intéressant de travailler sur la base même de la poterie, c'est-à-dire l'argile, puisque toutes les poteries sont fabriquées à partir de terre argileuse. Vous parlez donc d'un peuplement unique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quelle serait l'origine de ce peuplement? Alors, pour parler de l'origine du peuplement de la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il faut remonter un petit peu en arrière. C'est bien, on va je vais essayer de le élargir faire très brièvement. Il faut reparler un petit peu du peuplement du Pacifique en général. Le peuplement du Pacifique s'est fait... c'est un peuplement qui s'est fait en 3 phases, si l'on veut. La première phase, elle est très ancienne. Vous savez que l'homme était présent en Asie du Sud-Est il y a presque 1 million d'années, mais il n'était jamais venu jusqu'en Océanie ou même en Australie du fait de la barrière maritime. Pendant le début de l'ère quaternaire, il y a eu un certain nombre de périodes froides, qu'on appelait des périodes glaciaires, suivies de périodes plus chaudes. Donc ces périodes de réchauffement. Pendant les périodes glaciaires, la montée des glaciers avait fait baisser le niveau de la mer, ce qui avait eu pour conséquence de réunir entre elles certaines îles. C'est ainsi que tout ce qui était Indonésie, toutes les îles de l'Indonésie, étaient rattachées au continent asiatique. Elles formaient ce qu'on a appelé le continent de Sunda, l'ancien continent de Sunda. Et l'Australie et la Nouvelle-Guinée étaient toutes deux rattachées. Cela formait ce que l'on a appelé le continent de Saoul. Entre ces deux continents, il restait un petit espace libre, environ 80 km, mais parsemé d'îles, ce petit espace a permis à l'homme, il y a environ 40 000 ans, entre 40 et 80 000 ans, vous savez, les dates en archéologie, c'est toujours très relatif, cela a permis à l'homme donc de passer d'Asie du Sud-Est vers l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Donc ça, c'est la première phase. C'est la première phase. Le c'est la phase peuplement ancienne. de l'Océanie. Le peuplement, on appelle ce peuplement le peuplement papou, si vous voulez, pour lui donner un nom. L'origine des aborigènes d'Australie, l'origine des Papous de Nouvelle-Guinée, c'est ce peuplement. Bien sûr, quand on parle de peuplement, il faut être clair. Hein, un peuplement, ce n'est pas une armada de pirogues, ou en l'occurrence de frêles esquifs, parce qu'il y a 40 000 ans, on ne savait pas que l'homme était capable de naviguer sur l'eau. C'est une grande première en préhistoire, cet homme qui traverse d'Australie en Nouvelle-Guinée, pardon, pas d'Australie, d'Asie du Sud-Est en Australie il y a 40 000 ans. Et qui s'arrête en Australie ou qui va... il s'arrête en Australie et en Nouvelle-Guinée, puisque c'est un seul continent, hein, donc il peuple après ces continents. Et la deuxième phase? La deuxième phase, elle a lieu il y a à peu près 10 000 ans, à l'époque où la mer remonte. L'homme en Asie du Sud-Est, il y a 2000 ans, connaît la navigation. Les hommes
donc de la pointe de l'Asie du Sud-Est, des îles de l'Indonésie, qui sont de nouveau libres puisque la mer est remontée, vont commencer tout doucement à se diriger vers la Nouvelle-Guinée. Et encore une fois, ce peuplement s'arrête en Nouvelle-Guinée ou continue jusqu'au Salomon ou plus loin? Non, ce peuplement, c'est ces gens qui arrivent il y a 10 000 ans, mais qui arrivent il y a 10 000 ans, il y a 9 000 ans, 8 000 ans, donc qui viennent périodiquement s'installer sur les côtes de Nouvelle-Guinée, puis sur les côtes de Nouvelle-Bretagne et du nord des Salomon. Ces gens-là entretiennent des relations de bon voisinage, si on peut dire, avec ces papous, c'est comme ça qu'on les a nommés, qui étaient déjà installés là. Il va y avoir échange de techniques et de cultures et installation, donc création, si l'on veut, au niveau du nord de la Mélanésie. On a appelé cette zone-là le creuset océanien. Il va y avoir création de ce qui sera l'entité océanienne. Ce deuxième peuplement, j'ai oublié de le dire, ça simplifie les choses, on l'a appelé le peuplement austronésien. Et donc, la phase qui va aboutir la phase jusqu'en finale, c'est le Nouvelle-Calédonie. peuplement Voilà, de la la phase finale. Nouvelle-Calédonie. Nous y venons. Donc, ces Austronésiens, ces Océaniens anciens, donc, issus du creuset, ce mélange culturel entre ces anciens Papous et ces Austronésiens, ils vont vers 1500-2000 avant Jésus-Christ. Ils vont commencer à descendre vers les îles océaniennes. Et ils vont peupler pratiquement en même temps le sud des Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji, Tonga et Samoa. C'est ce qu'on a appelé le peuplement Lapita. D'accord, donc en schématisant, il y a d'abord eu une première phase de peuplement qui s'appelait ce que vous appelez les Papous. On a ensuite eu les Austronésiens. Et en fait, c'est un petit peu, en vraiment schématisant, le mélange des Austronésiens et des Papous qui va donner ce qu'on appelle les Océaniens anciens. Et ce sont ces gens-là qui sont descendus petit à petit peupler la Nouvelle-Calédonie. C'est cela. Bon, sinon, depuis toujours, on a donc coupé la préhistoire calédonienne en deux parties, la période ancienne, avec donc deux cultures différentes mais qui coexistaient, les Lapita et les Batois, et puis la période récente avec ce qu'on appelait la tradition des ensembles culturels mélanésiens ou tradition Mangaasi. Alors vous qui parlez de l'évolution d'une seule et même culture, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ça. Non, pas d'accord. Voilà le problème qui se posait, je crois, anciennement, c'est le problème c'est un problème esthétique, c'est le problème de la poterie Lapita, de cette poterie magnifique, bien décorée, et de la poterie qui suit, la poterie, ce qu'on appelait la poterie Mangaasi ou poterie d'ensemble culturel mélanésien. On n'a pas la possibilité de faire de rapprochement entre ces deux types de poterie. C'est trop différent, ce n'est pas possible. Donc l'idée qui est naturellement venue, c'est de dire qu'il y avait eu deux civilisations différentes, deux cultures différentes qui s'étaient succédées en Nouvelle-Calédonie. L'arrivée de l'une, de la seconde, ayant entraîné le départ ou la disparition de la première. C'était le plus logique. Maintenant, en étudiant les poteries sous l'angle de leur caractère physico-chimique, c'est-à-dire de la constitution de l'argile, je me suis aperçu, tout d'abord, qu'il y avait dans cette ancienne période ancienne, la poterie Lapita, caractérisée par la poterie Lapita et la poterie au battoir, qu'il n'y avait pas deux cultures, comme on le pensait. Il n'y a pas une culture de la poterie Lapita et une culture de la poterie battoir. Il y a une seule et même culture une seule et même société qui, pour ses besoins, fabrique deux types de poteries différents. Vous me direz, comment peut-on arriver à un résultat comme celui-là? C'est à la fois simple et très compliqué. En analysant les différentes poteries, sur le site de Kumak en particulier, mais sur d'autres sites ensuite, je me suis aperçu que les poteries, des fragments de poterie Lapita et des fragments de poterie au battoir avaient exactement la même constitution minéralogique, avaient été en fait fabriqués avec le même morceau d'argile. J'aimerais que, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette évolution de la poterie, puisque vous dites qu'en fait, c'est une seule et même culture, donc comment est-ce qu'on passe en fait de ce qu'on appelle nous le Lapita, le battoir, les ensembles culturels mélanésiens? Je crois qu'il y a une évolution qui se dessine. Il y a une évolution, oui. Comment l'on passe donc de cette période ancienne à cette période récente? La poterie Lapita, on le sait, disparaît vers 200 après Jésus-Christ. Le fait qu'une poterie disparaisse, que la poterie Lapita disparaisse, ça ne signifie pas que les gens s'en vont. Ça signifie simplement qu'on arrête de fabriquer cette poterie. Vous parliez tout à l'heure des pétroglyphes et de leurs symboles. Je pense que du fait de ce décor très sophistiqué, de ces formes complexes, la poterie Lapita jouait un petit peu ce rôle en société ancienne. Un rôle rituel.
Rituel, le mot est peut-être un petit peu fort, mais un rôle symbolique important. Alors, un petit peu pour prendre un exemple actuel, comme ce que pourrait être la croix pour les gens de confession catholique. Donc quelque chose qui a une signification forte et que l'on fabriqua toujours identique pour préserver cette signification. C'est un symbole. C'est fantastique de penser que la poterie Lapita a été fabriquée pendant 1000 ans en conservant ce même décor, sans évolution. Est-ce que la poterie Lapita a un rôle utilitaire? Elle a pu avoir un rôle utilitaire très limité. C'est une poterie qui est trop dégraissée, et là je ne veux pas rentrer dans des considérations trop techniques. Justement, puisqu'on parle, très bonne question, puisqu'on parle du rôle utilitaire des poteries, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en fait il y aurait eu une sorte d'évolution de la poterie calédonienne, du beau vers l'utile? C'est un peu schématisé. Hein. Quand on parle du Lapita, c'est très beau, on arrive... C'est vrai. On a déjà, à la période Lapita, on a déjà cette différence entre le Lapita et le battoir. Le battoir qui représente le côté utilitaire. Et effectivement, le Lapita disparaît à 200 après Jésus-Christ, mais le battoir, lui, ne disparaît pas. Il continue. Donc on le trouve encore dans les sites et il évolue. C'est le battoir chevron que nous avons vu dans le documentaire. Donc il commence à... on a, en plus de cette décoration battoir, on a une décoration incisée. Donc un petit peu, hein. Il fait la transition, oui. Et on va trouver ensuite une poterie qui ressemble énormément au battoir dans le nord. Nous l'avons appelée poterie de Balabio, qui a la même forme que le battoir mais qui n'a plus de décor. Puis cette poterie à trou de suspension qui n'en sont pas. Que l'on appelait donc poterie la marmite tradition Mangasi, la marmite Kanak, la poterie de tradition Mangasi dans le nord. Et puis dans le sud, les anses et les pustules qui représentent de petites innovations locales. D'accord. Écoutez, je voudrais conclure sur un aspect de la poterie qu'on n'a pas encore évoqué, qui est très important, c'est qu'en fait, tous ces potiers dont on parle depuis tout à l'heure étaient des femmes, Monsieur Chevalier. Alors, parlez-nous un petit peu de... Oui, d'ailleurs, Monsieur Lénart le précise dans, dans son livre, c'est Notes d'ethnologie calédonienne, je crois. D'abord, il parle du travail qui était, de la poterie, qui était un privilège des femmes. Un travail qui était fait avec un rituel très particulier. On choisissait un site avec l'argile aussi pure que possible, de façon à avoir un pot solide et en même temps un dégraissant que l'on ajoutait qui renforce encore la solidité de la poterie. Et Pasteur Lénart précise que non seulement c'était le travail des femmes, mais que la dernière potière qui est originaire de Tiwandé, sur la côte Est, serait morte aux environs de 1938. Donc c'est très récent en fait. Hein. Alors, puisqu'on a quitté la préhistoire calédonienne pour un passé beaucoup plus proche, je vous propose qu'on parle d'un autre aspect de l'archéologie qui est l'ethno-archéologie. Histoire d'Ivoire plus claire dans tous ces termes compliqués, et puis aussi histoire de jeter un autre regard sur la culture mélanésienne avec Monsieur Casarérou, qui va d'ailleurs tout de suite nous expliquer ce qu'on entend généralement par ethno-archéologie, et puis aussi quelle est la différence entre archéologie classique et ethno-archéologie. Ethno-archéologie est un terme qui est apparu assez récemment, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, dans le vocabulaire des archéologues, qui est apparu pour désigner l'utilisation des données ethnologiques à des fins archéologiques. En fait, on faisait de l'ethno-archéologie, comme M. Jourdain faisait de la versification sans le savoir, depuis bien longtemps, puisqu'en fait, c'est un des principes de l'archéologie, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe à l'heure actuelle et d'en inférer les mêmes phénomènes dans le passé. C'est un principe qu'on retrouve en géologie et qui est le fondement même de l'archéologie. Donc c'était surtout quelque chose qu'on utilisait pour le domaine technique. On observait les techniques qui étaient en place au moment de l'étude. Bon, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure avec la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire qu'on observe les populations de Nouvelle-Guinée qui font un certain nombre de poteries différentes pour des usages différents au même moment, et on en déduit des informations pour l'archéologie. Ça nous permet d'éclairer, comme M. Galipeau nous a montré tout à l'heure, le passé d'une autre façon. Depuis une vingtaine d'années, on s'intéresse plus aux traditions orales, c'est-à-dire le discours de ces sociétés, non plus leurs actes, leurs actions, mais leur discours sur elles-mêmes ou sur leurs activités. Et c'est en cela que ça a été nouveau et que le terme a été créé finalement spécialement pour cette activité archéologique. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la tradition orale depuis le début de l'émission. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu mieux ce qu'est la tradition orale? Ça a un sens beaucoup plus large que ce qu'on entend généralement. Oui, ça a un sens très large parce que, pareil, bon, c'est un terme qu'on a créé par opposition aux traditions écrites.
donc pouvoir permettre de caractériser finalement qu'est-ce qui dans les civilisations sans écriture leur permet de fixer les données essentielles de leur société et de fixer une partie de leur passé. Alors les traditions orales, c'est quelque chose de très vaste. Ça va, pour les sociétés qui nous intéressent, depuis l'onomastique, les noms des clans sont des choses très importantes qui fixent à la fois votre place dans la société actuelle, mais qui fixent également la place de votre clan dans l'histoire de la micro-société dans laquelle elle s'inclut. C'est également la toponymie. La toponymie a une importance très grande en Calédonie et en Océanie. Toponymie, vous pouvez expliquer? La toponymie, c'est-à-dire le nom des montagnes, des rivières, des vallées, etc. Bon, le même type de rôle que le nom du clan, c'est-à-dire que ça permet de fixer dans le paysage l'histoire à travers ces noms donc, de montagnes. La tradition orale, c'est également des discours plus formalisés, comme les discours de généalogie qu'on a en Calédonie, qu'on retrouve dans bien des îles du Pacifique également. D'autres types de discours encore, qui sont les grands, ce qu'on a appelé pendant très longtemps les mythes, c'est-à-dire des discours fondateurs de sociétés, fondateurs de chefferies, et fortement formalisés, c'est-à-dire que, j'entends par formaliser, une histoire qu'on ne peut pas déformer comme on veut, qui obéit à des règles pour l'énoncer et à un certain ordre qui est à peu près immuable. Et puis à côté de ça, on a un autre pan de la tradition orale qui sont ce qu'on appelait pendant longtemps les contes, c'est-à-dire tout ce qui est sujet à variation entre les conteurs. Quand vous êtes enfant, vous écoutez cette histoire de votre grand-père, vous-même quand vous serez grand-père, vous pourrez la raconter, mais avec une petite modification, avec une actualisation souvent. Maintenant que vous avez essayé de mieux définir cette notion de tradition orale, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit quand on sait que d'une part la tradition orale, enfin l'expression orale n'a rien de chronologique. Par exemple, on peut très bien avoir créé une tradition orale hier pour expliquer un événement qui remonte à la nuit des temps et qu'en plus elle a tendance à être plus ou moins déformée quand elle est rapportée. Quel crédit peut-on accorder à la tradition orale et puis comment peut-on l'utiliser en tant qu'archéologue? Le crédit, il est variable en fait, c'est toujours pareil, il faut bien voir à quoi on s'attaque. Pendant longtemps, on a accordé à peu près aucun crédit ou alors beaucoup trop de crédit, ce qui a donné des théories assez amusantes du 19e siècle sur les continents disparus, etc. Parce qu'on prenait à la lettre des traditions orales qui racontaient la disparition de plateaux entiers. Le crédit, on peut y accorder crédit à ces traditions dans la mesure où elles forment un bloc homogène dans une région donnée, donc où on peut circonscrire géographiquement une tradition qui a trait à tel type de choses, et où tout le monde est à peu près d'accord pour établir les différents détails de cette tradition. Le cas le plus célèbre de l'utilisation de la tradition orale par l'archéologie, c'est le cas du Vanuatu, c'est le cas du mythe de Roy Mata. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour en parler 2 minutes. Roy Mata, il s'agit donc en fait, d'un cycle mythologique du centre du Vanuatu, c'est-à-dire des Faté et des îles Shepherd. Et ce groupe d'histoires avait trait au chef Roy Mata, qui est un grand fondateur culturel pour cette région-là, qui a instauré un certain nombre de fêtes, etc., dont on se souvient. Et les différentes traditions sont assez précises sur la façon dont a vécu ce chef, ce héros culturel, sur le nombre de femmes qu'il a eues et surtout sur l'endroit où on l'a enterré. Et on donnait l'île de Retoka, qui est à côté de l'île des Faté, donc au centre du Vanuatu, comme le lieu de sépulture à la base d'une pierre levée. C'était à peu près exact, c'est-à-dire que les couples d'hommes et de femmes étaient là, tels qu'on les avait décrits. La tradition avait dit que les hommes avaient été endormis au kava puis enterrés vivants, alors que les femmes avaient été enterrées vivantes. Effectivement, la position des squelettes montrait bien que les squelettes de femmes avaient tous les doigts et les doigts de pied recourbés, qui implique justement qu'elles ont été enterrées vivantes, alors que les hommes étaient tous très détendus dans leur sépulture. Donc ça, c'est vraiment le parfait exemple de l'utilisation par l'archéologue. Alors j'aimerais, puisqu'on est en plein cœur de cette nouvelle forme d'archéologie qu'on appelle l'ethno-archéologie, que vous nous parliez du mythe de tradition de chefferiste, en fait la tradition orale cérémoniale. Vous en avez parlé tout à l'heure en parlant des mythes de tradition, donc que vous nous racontiez un petit peu cette tradition orale cérémoniale.
Alors je voudrais simplement préciser sur l'histoire du Vanuatu, c'est que cette tradition, après datation, remonte à début du XVe siècle après Jésus-Christ, ce qui est assez formidable, ce qui montre quand même une tradition orale qu'on peut suivre dans ce cas précis. À la lettre pendant 500 ans. Pendant, oui, plus de 500 ans. C'est très particulier, mais ça mérite quand même d'être noté. Bon, vous me posez une question là sur la tradition orale cérémonielle en Calédonie. Bon, il y a un exemple qui est intéressant, c'est l'exemple des fondations de chefferie, par exemple, dans la zone centre et centre-nord, c'est-à-dire la zone de Wailou, la zone de Poneriwa, la zone de Pointe-Nimier, où on a souvent des mythes de fondation de chefferie à partir d'un enfant trouvé dans un arbre, c'est-à-dire une espèce d'adéquation entre le végétal et l'humain, là. C'est-à-dire qu'on va, on va dans la forêt couper un poteau central, bon, poteau central, quelque chose de très important dans la société, symboliquement, et au moment où on coupe l'arbre, l'arbre se met à émettre un gémissement, et on s'aperçoit que c'est un humain, et on ramène cet humain dans la zone habitée, finalement dans la zone des hommes, la forêt étant la zone des esprits, la zone des morts, hein, finalement la zone de l'étranger. On ramène cet étranger chez nous, et on l'installe chef. Bon, c'est une façon... c'est le mythe de l'étranger, là. C'est le mythe de l'étranger adopté et installé avec un pouvoir intéressant, finalement, sur le reste de la société. C'est une façon de montrer, pour ces mythes bien particuliers, qui ne s'appliquent pas, bien sûr, à toutes les chefferies, qui sont très, très, très ponctuelles, c'est une façon de montrer que l'équilibre de la société doit s'organiser autour de ceux qui l'ont trouvé et celui qui a été trouvé. Et ce qui explique en fait que le pouvoir ne soit pas centralisé à une seule personne, puisque la personne en question n'est pas celle qui détient le savoir. Oui, ce qui permet donc d'éclater le pouvoir entre ces deux fléaux de la balance, les soutiens de chefferie, ceux qui l'ont installé, et le chef et sa famille, celui qui est soutenu par tout le monde. Mais l'un ne pouvant pas imposer ses vues directement aux autres sans obtenir un consensus, qui explique bon, la progression qu'on a toujours ici pour faire quelque chose, pour obtenir quelque chose, on est obligé d'obtenir le consensus de tout le monde. Ce mythe rappelle bien cette donnée fondamentale. Pardon ? D'où les palabres. D'où les palabres. Cette donnée fondamentale de société où il faut que tout le monde parle, tout le monde donne son avis, parce que tout le monde est partie prenante de ces sociétés. Voilà, donc en fait le chef est un petit peu celui qui réunit le clan autour de lui. Alors quels sont les symboles principaux du chef ? Les symboles de la chefferie sont, bon, celui que tout le monde connaît en général, c'est la hache ostensoir, hein, cette espèce d'outil qui ne peut pas être une arme compte tenu de son type d'emmanchement, sa fragilité, mais qui est une sorte, je dirais plutôt d'objet de symbole, qui marque là une certaine, peut-être pas une majesté, mais une certaine... une certaine catégorie d'hommes qui peuvent tenir... Vous m'avez parlé de carte de visite du groupe. Alors j'ai trouvé ça très... Carte de visite, oui, parce qu'on cherche toujours des images pour essayer de faire comprendre les choses et on tombe sur des images bon, qui... Alors carte de visite du groupe, vous en parliez au niveau de celui qui détient la hache ostensoir et celui qui, dans les réunions de clans, dit les généalogies, c'est ça? Oui. Discours. Les vivas. Les vivas, oui, comme on dit à Wailou. D'accord. Et la hache ostensoir est quelque chose de très sacré pour le clan, qui a une très grande valeur symbolique? Oui, c'est quelque chose qui fait partie du trésor du clan, c'est quelque chose qui est unique. Bon, ces pierres sont des pierres assez rares. Bon, le travail qui est fait dessus est un travail assez exceptionnel, puisque ce sont des pierres extrêmement minces, des lames extrêmement minces, et qui peuvent avoir des rayons assez importants, assez conséquents. C'est donc un objet qui, par sa technique, a une grande valeur, et par l'investissement symbolique dont on investit, a une très très grande valeur. C'est quelque chose qu'on ne sort pas comme ça pour simplement le plaisir de le montrer, mais à chaque fois qu'on le montre, c'est pour impliquer la société dans une activité cérémonielle bien particulière. Je crois que si on voulait donner un symbole de la Nouvelle-Calédonie, voilà, ce serait la hache ostensoir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Très beau symbole. Très très beau symbole. Alors, dernière question avant d'en terminer avec l'ethnoarchéologie. On a tendance, ces objets, comme par exemple la hache ostensoir, trop souvent à les considérer comme des objets d'art. Alors qu'en fait, on vient de voir que c'était tout simplement des objets cérémoniaux, en tout cas des objets sacrés. Alors j'aimerais qu'on termine en fait un petit peu sur cette notion d'art mélanésien. Oui, il est certain que dans la façon de présenter ces objets culturels dans un musée, on cherche
du moins on a l'habitude de montrer l'aspect esthétique des choses en faisant un agencement des pièces qui est un agencement esthétique, un agencement pour l'œil, qui n'est pas forcément un agencement symbolique, qui ne respecte pas forcément les places de ces objets dans la société, puisque bon nombre des objets qu'on présente dans nos musées, dans notre musée, sont des objets qui fonctionnent encore dans les sociétés. Vous m'avez raconté à ce sujet-là que les gens qui venaient au musée, la plupart du temps, restaient à 1,50 m des objets du musée, parce que pour eux, ça avait une valeur, c'était chargé d'une notion sacrée très importante. Il y a ça, et il y a aussi la notion d'appartenance des objets. Tout à fait, donc bon, ça pour dire qu'on ne fait pas les objets gratuitement, qu'il y a toujours une fonction symbolique, une fonction religieuse de ces objets. N'importe qui n'est pas sculpteur, encore une fois le statut du sculpteur est quelque chose s'apparente plus au statut du prêtre que celui de n'importe quel artisan. Et donc on ne fait pas des objets simplement pour faire de l'art, on les fabrique pour une destination très précise, une destination cérémoniale. Et donc par ce fait même, les objets n'appartiennent pas à tout le monde. Il y a des objets qui sont faits pour être vus par tout le monde, il y a des objets qui sont faits pour ne pas être vus par tout le monde. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent ici, d'abord ils se situent, eux, par rapport aux objets. Ce sont des objets de telle région, moi je suis de telle autre, donc il y a un sentiment déjà de déférence vis-à-vis de quelque chose d'étranger. On prenait l'histoire du chef tout à l'heure, l'étranger est toujours quelque chose d'important, on le révère toujours. Donc il y a évidemment ce sentiment vis-à-vis de la pièce étrangère qu'on nous présente, l'intérêt, et puis vis-à-vis de nos propres pièces, il y a aussi le respect qu'ont ces visiteurs qui savent finalement, par opposition aux visiteurs qui ne savent pas, qui savent pourquoi sont faits ces objets et qui donc ont un certain respect vis-à-vis des gens qui les ont faits et des gens qui y croient. Et au niveau de la notion d'appartenance, il y a aussi le savoir, qui est une possession, comme vous disiez l'autre jour. On ne peut pas raconter n'importe quoi sans avoir la permission, etc. Tout à fait. Bon, ce qui nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur la tradition orale. C'est pour ça que la tradition orale, en fait, pour certains pans de la tradition orale, on peut lui faire confiance parce que n'importe qui n'apprend pas la tradition orale et n'importe qui ne peut pas la dire. Donc il y a déjà, ça restreint les possibilités de déformation. Voilà. Donc n'importe qui ne peut pas parler, donc effectivement, même au niveau de la tradition, on a un sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance à un clan, à une chefferie, à une région, à une vallée, va des objets au discours. Il y aurait bien sûr encore une quantité de choses à dire sur le sujet, mais l'émission hélas touche à sa fin. J'espère que nous aurons réussi à vous offrir un regard un petit peu différent sur un des nombreux visages de la Nouvelle-Calédonie. Je remercie tous nos invités et plus particulièrement M. Casarero qui nous a accueillis ce soir dans son musée. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Bonsoir.
y a Malcousine à l'action si vipérine. Il y a les bons et les mauvais voisins.